Salut les sportifs! Vous en avez marre de nager et d'enchaîner les longueurs sans progresser? Vous êtes au bon endroit, ici on va voir comment progresser sans nager. Dans cet épisode 2 de Progresser en natation sans nager, on va aborder le thème de la souplesse. Je vais vous montrer comment améliorer votre souplesse hors des bassins et croyez-moi, ça va complètement transformer votre nage, améliorer vos chronos, mais surtout améliorer vos sensations. Améliorer vos sensations. Améliorer vos sensations. Allez, c'est parti pour cet épisode 2 de Progresser en natation sans nager. Cette vidéo elle est organisée en 4 parties. Dans la première partie, je vais vous expliquer toutes les raisons pour lesquelles travailler sa souplesse est un incontournable de la natation. Dans une deuxième partie, je vais vous proposer des petits tests que vous pourrez faire directement chez vous pour évaluer vous-même votre niveau de souplesse. Dans la troisième partie, je vous proposerai des exercices que vous pouvez routiniser, mais je vais surtout vous donner les facteurs clés qui vont vous garantir de pouvoir réellement développer votre souplesse. Et enfin, dans une quatrième partie, Marlène Petit, naturopathe micronutritionniste, interviendra pour vous présenter les principes d'une alimentation qui permet d'entretenir ou de développer sa souplesse, et ce, quel que soit votre âge. Mais avant cela, si mes vidéos vous intéressent, mettez un pouce bleu. Mais surtout, abonnez-vous, ça me donne une force incroyable pour continuer à vous proposer des contenus intéressants. Et d'ailleurs, je remercie tous ceux qui se sont déjà abonnés à ma chaîne. Continuez comme ça, vous êtes au top. Allez, on commence la partie 1. Pourquoi la souplesse est un incontournable du sport et de la natation en particulier? Nous allons aborder 3 raisons. La première raison, c'est que développer sa souplesse permet une économie d'énergie. En effet, les muscles sont des ressorts et sur chaque articulation, chaque membre, on a 2 muscles qui vont être antagonistes, c'est-à-dire qu'ils agissent de façon opposée. Sur le bras, on a par exemple le biceps qui agit comme un fléchisseur pour le coude et on a le triceps qui, si on le contracte, va venir étendre le coude. Et si sur ces 2 muscles antagonistes, il y en a un qui est contracté de manière artificielle, ici le biceps, je comprime le ressort. Le deuxième ressort, le triceps, va utiliser beaucoup plus d'énergie pour s'étendre. Autrement dit, si vous avez des muscles qui sont contractés, l'action des muscles antagonistes va nécessiter plus d'énergie et coup de bras après coup de bras, longueur après longueur, cela va provoquer une fatigue excessive. Et c'est là qu'il y a une grande différence entre un nageur professionnel et un nageur amateur qui a commencé sur le tard. Le nageur professionnel a développé une motricité qui lui permet de contracter uniquement les muscles qui sont nécessaires à l'action et à relâcher complètement les muscles antagonistes. Autrement dit, l'énergie est utilisée uniquement pour le déplacement et n'est pas dépensée pour compenser des contractions parasites. La deuxième raison pour laquelle vous devez développer votre souplesse, c'est qu'en natation, la souplesse est un incontournable pour acquérir une bonne technique. En tant que coach en natation qui entraîne des triathlètes amateurs, je vois trop souvent des nageurs qui sont même à sec, trop raides pour avoir un bon roulis d'épaule sans se tortiller dans tous les sens. Alors forcément, quand dans l'eau, je vais leur demander d'avoir un bon roulis pour aller chercher l'eau profondément, pour dégager la main à l'arrière et avoir un retour aérien dans l'axe de déplacement, avec la dépense énergétique en plus, la tête immergée, les problèmes respiratoires, il est illusoire d'espérer que ce qu'ils n'arrivent pas à faire hors de l'eau, ils vont arriver à le faire dans l'eau. En conséquence, ça donne des nageurs qui nagent à plat, qui ont le bras qui a du mal à passer à la verticale, qui se retrouvent à l'horizontale au-dessus de la surface. Ça crée des tensions musculaires excessives dans les deltoïdes, dans les trapèzes, et on a des nageurs qui nagent comme ça de côté et qui donc au final vont se tortiller et se battre dans l'eau à chaque coup de bras. J'en viens à la conclusion en tant que coach que cette souplesse qui est indispensable à la technique, elle ne peut pas être développée dans les bassins. Il faut prendre un temps en dehors des bassins régulier pour la développer. Il est illusoire de croire que c'est en nageant et en enchaînant les longueurs qu'on va pouvoir gagner en souplesse. Et enfin, le troisième point, la souplesse permet de prévenir les blessures. En effet, lorsqu'on a un muscle qui dépense trop d'énergie pour compenser la contraction de son muscle antagoniste, ajoutez à cela des mouvements qui ne se font pas forcément en respectant la biomécanique du corps, du fait de raideur musculaire, on a un athlète qui, coup de bras après coup de bras, longueur après longueur, va exercer des contraintes fortes sur ses articulations, sur ses tendons, sur ses groupes musculaires, et ça, inexorablement, ça conduit à l'augmentation du risque de blessure. Maintenant que vous êtes convaincu de la nécessité d'avoir une bonne souplesse, je vous amène avec moi pour venir tester votre souplesse. C'est parti! Dans cette partie, je vais vous proposer d'évaluer votre propre souplesse et on va faire 3 exercices. Chacun des exercices, en fonction du niveau auquel vous accédez, vous donnera un certain nombre de points et à la fin, vous aurez un score sur 15 qui vous permettra d'évaluer où vous en êtes sur votre propre souplesse. Alors, premier exercice, on va venir se placer contre un mur. On va venir faire toucher les hanches et les épaules contre le mur, regrouper l'une main au-dessus de l'autre, bras tendus, et simplement on va venir lever les bras au maximum de ce qu'on peut. Donc le premier niveau qui va vous rapporter 1 point, c'est si vous arrivez à mettre les bras à l'horizontale. 2 points
si vous arrivez à mettre les bras en haut devant la tête. 3 points si vous arrivez au contact avec la tête. Et 4 points si vous arrivez au contact avec le mur, toujours sans lâcher les hanches et les épaules du mur. Donc vous avez comme ça un score sur 4. Et vous rajoutez 1 point si vous n'avez rencontré aucune douleur ou sensation désagréable. Donc pour ma part, j'arrive à accéder au niveau 4 avec des petites raideurs au niveau des deltoïdes. Je vais donc cumuler 4 points sur cet exercice. Deuxième exercice, vous allez évaluer votre capacité à produire du roulis. L'objectif, on se place devant un miroir, on regarde sa tête reste fixe. L'objectif va être d'amener la main dans l'axe de l'épaule le plus loin devant soi. Premier niveau de maîtrise, j'amène ma main au niveau de mon épaule, la main ne doit pas croiser l'axe du corps et je vois que j'ai le bras plié. On voit que ma ligne d'épaule, elle est à peu près à 45 degrés par rapport à l'axe de mes pieds. Deuxième niveau de maîtrise, je suis capable de tendre le bras. Là, on voit que mon bras il est tendu et que ma ligne d'épaule, elle est à peu près à 70-80 degrés par rapport à ma ligne de pied. C'est déjà un roulis très positif. Troisième niveau de maîtrise, j'emmène mon épaule pour venir au contact menton-épaule. Mon bras est tendu, ma main n'a pas traversé l'axe de mon corps et j'ai maintenant un roulis de 85-90 degrés. On fait ça côté droit et pareil côté gauche. Niveau 1, mon bras est au niveau de l'épaule, bras plié. Niveau 2, je suis capable de tendre mon bras. Niveau 3, je suis capable d'engager l'épaule avec un roulis qui est cette fois de 90 degrés. Donc sur cet exercice, vous cumulez un score de 3 points côté droit, 3 points côté gauche, auquel vous ajoutez 1 point si dans la position que vous tenez, vous n'avez ni raideur ni difficulté. Pour ma part, le roulis côté droit ne me pose pas de difficulté, ça me donne un score de 4 points, alors que le roulis côté gauche m'engendre une petite douleur derrière l'omoplate, je vais rester à 3 points, ce qui me fait un score de 7 points sur 8 sur cet exercice. Troisième exercice, on va venir chercher la position de référence, celle que vous devez adopter dans les coulées. Niveau 1, je viens joindre mes mains au niveau de la tête, mes bras sont pliés, il y a un grand écart entre ma tête et mes coudes. Niveau 2, j'arrive à serrer les oreilles et on voit qu'il reste un petit écart ici entre mon épaule et ma nuque. Et niveau 3, je suis capable d'engager mes épaules, de faire passer mes bras derrière ma tête. Et cette fois, le vide a disparu entre mes épaules et ma tête. C'est cette position que vous devez adopter dans les coulées. Donc votre niveau de maîtrise correspond à votre score. Et à cela, vous ajoutez 1 point si vous êtes capable de tenir cette position sans raideur ni gêne. Pour ma part, j'ai un score de 4 sur cet exercice. Donc sur ces différents tests, j'arrive à un score de 15 sur 17. Une fois que vous avez évalué votre score, on va définir 3 zones. La première zone, elle va de 0 à 8. Si vous êtes dans cette zone, clairement, développer votre souplesse doit être une priorité pour vous et vous permettra de gagner en efficacité et de gagner en aisance dans les bassins. Pour un score compris entre 9 et 13, on va considérer que vous avez une bonne souplesse. C'est peut-être pas votre priorité, mais peut-être que ça vous permettrait d'être beaucoup plus à l'aise dans l'eau. Au-delà de 14, on va considérer que la souplesse n'est plus une priorité pour vous pour gagner en efficacité et pour gagner en aisance. Par contre, je vous invite tout de même à continuer à la développer et à l'entretenir pour conserver l'aisance et la qualité technique que vous avez déjà développée. Allez, maintenant c'est parti pour la partie 3. On va voir comment améliorer tout ça avec une petite routine d'étirement. C'est parti. Dans cette partie, je vais vous présenter la routine que moi je fais actuellement. Avant de vous la présenter, j'ai 3 choses à vous dire. Dans un premier temps, cette routine, c'est la mienne. C'est-à-dire que c'est des exercices que je fais actuellement, ça n'a pas toujours été cela et ils évolueront sans doute après. Mais c'est ceux qui, pour le moment, me permettent le mieux de développer et limiter les différentes raideurs que je ressens. Donc je vous invite à regarder ma routine, à vous en inspirer et éventuellement d'en regarder d'autres sur internet, il y en a des tas qui existent, et de trouver votre routine à vous, celle qui vous permettra de développer au mieux votre souplesse avec des exercices dans lesquels vous vous sentez bien. Le deuxième point sur lequel je vais insister, si vous voulez vraiment développer votre souplesse, c'est non pas le choix des exercices que vous allez inclure dans votre routine, mais plutôt la régularité à laquelle vous allez faire ces exercices et cette routine. Donc là-dessus, la science, elle est relativement claire. Pour retrouver de la souplesse musculaire, l'optimum, c'est d'effectuer des séances où chaque groupe musculaire va être étiré pendant 2 minutes. Pas 2 minutes en continu, ça peut être 4 séries de 30 secondes, 3 séries de 40 secondes, 2 fois 2 minutes. Ça, c'est à vous de trouver ce que vous préférez. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point pour vraiment développer sa souplesse, c'est la régularité dans le temps.
Donc d'une part, il va falloir faire ça régulièrement toute la semaine, et en fonction du score que vous avez obtenu, si vous êtes dans la première zone, peut-être qu'il va falloir viser 4 ou 5 fois par semaine. La deuxième zone, 2 à 3 fois par semaine, et la première, 1 à 2 fois par semaine peuvent suffire. Et bien sûr, vous trouverez une réelle transformation de votre souplesse si vous incluez cette routine dans votre programme d'entraînement toutes les semaines sur plusieurs mois. Pour ma part, moi, je réalise des étirements de 40 à 50 secondes par groupe musculaire sur un total de 15 à 25 minutes par séance en fonction du temps que j'ai à y accorder. Allez, trêve de blabla, maintenant je vous présente ma routine. Alors le premier exercice, c'est l'exercice en yoga, la position de l'enfant, où on va venir étirer les mains devant soi, laisser la tête pendre entre les bras, et on va venir chercher à ressentir un étirement sur les épaules, les trapèzes et les deltoïdes. Je vous invite après quelques secondes à venir basculer sur une épaule ou sur l'autre pour venir optimiser l'étirement de chacune des épaules. Sur cet exercice, on va essentiellement cibler les deltoïdes, les trapèzes et le grand rond. Sur le deuxième exercice, on se pose à genoux devant une chaise ou une table basse. On vient poser les coudes sur cette table basse et on va venir entrer la tête en venant joindre les deux mains et les amener dans le dos. Alors on peut faire cet exercice les mains jointes. On peut également chercher à mettre les mains à plat sur les omoplates. Sur le deuxième exercice, on va chercher à étirer les pectoraux, les triceps, mais également les deltoïdes et tous les petits muscles qui entourent l'épaule. L'étirement suivant, c'est un étirement où on va chercher à étirer le pectoral, mais aussi le biceps et le fléchisseur de la main. Et l'idée, c'est de vraiment ressentir l'étirement dans le pectoral ou dans la zone qui est le plus tendue sur l'ensemble de cette chaîne musculaire qui va de la main jusqu'au pectoral. L'objectif est de gagner vraiment en aisance pour avoir un bras qui se tend naturellement de loin devant. Sur l'exercice suivant, l'objectif est de venir étirer le grand droit, ici, et également les abdominaux obliques, de manière à gagner en souplesse et en aisance sur la partie inférieure du tronc. Et enfin, le dernier exercice, c'est un exercice où on va venir se positionner sur les fesses, les genoux pliés devant, et on va venir chercher la torsion du rachis lombaire en appuyant le coude droit sur le genou gauche et en venant chercher la main gauche le plus loin possible derrière. L'objectif est vraiment d'arriver à un angle de 90 degrés entre les épaules et la ligne de hanche. Cet exercice va chercher à augmenter la souplesse des trapèzes derrière les omoplates, mais également des triceps et du rachis lombaire. Donc cette routine, je l'ai mise en place parce qu'elle permet de cibler l'ensemble des groupes musculaires qui vont être impliqués dans le mouvement de crawl en natation. Et à ce titre, c'est une routine qui me paraît globale et que je vous préconise. En tout cas, moi, c'est celle que j'utilise en ce moment et que je trouve plutôt agréable. Voilà, on arrive à la fin de cette partie. Dans la quatrième partie, on va voir comment l'alimentation peut être un levier d'entretien et de développement de sa souplesse. Allez, c'est parti! Dans cette quatrième partie, on accueille Marlène Petit, micronutritionniste et naturopathe, notamment spécialisée dans l'accompagnement du sportif, qui va nous donner son point de vue sur l'alimentation et la micronutrition qui peuvent permettre de développer ou d'entretenir sa souplesse tout au long de sa vie. Bonjour Marlène, bienvenue sur No Limit Triathlon. Bonjour Olivier. Alors Marlène, en quoi, de ton expérience, de tes connaissances, la nutrition, la micronutrition peuvent avoir un impact sur la souplesse? Donc la souplesse, c'est pas seulement une question d'exercice physique et de stretching. Donc ça, je pense que tu l'as compris. La souplesse, ça dépend fortement de ce qu'on mange. Il faut savoir que les muscles, les tendons et les articulations, ils ont besoin de micronutriments pour fonctionner. Et tous ces nutriments, micronutriments, on va les trouver dans l'alimentation. Est-ce que tu peux préciser ce que tu entends par micronutriments? Alors, les nutriments, ce sont les glucides, lipides, protéines. Les micronutriments, ça va être des molécules qui existent en plus petite quantité dans le corps, donc comme les vitamines, les minéraux, les oligo-éléments. Donc ils sont en petite quantité, mais ils ont une fonction très importante. En particulier pour la souplesse, du coup, quels seraient ces micronutriments à privilégier? Alors on aura la vitamine C et puis certains acides aminés. Donc les acides aminés, ce sont les constituants des protéines. Donc eux, ils ont une importance notamment dans la synthèse de collagène, très important pour entretenir la souplesse. On va retrouver aussi les oméga 3 de la famille des lipides, donc eux sont des nutriments. On va retrouver aussi le magnésium et puis l'hydratation. Donc là, on est plus dans les nutriments. Mais l'eau joue un rôle très important dans la souplesse. D'accord, donc on a 4 facteurs. Si on devait prioriser, ce serait peut-être quoi? L'hydratation le plus important, le magnésium? L'hydratation, oui, en priorité. Surtout chez le sportif. Tu peux donner un ordre d'idée d'une quantité minimum à boire dans la journée? Ouais. En moyenne, je dirais 2 litres d'eau par jour. Mais vraiment adapté en fonction de l'activité et de l'intensité physique. D'accord, 2 litres par jour à boire, j'imagine, régulièrement tout au long de la journée. Oui. Ouais. Ma question du coup suivante, c'est sur les 3 autres leviers de la souplesse dont tu parles.
Où est-ce qu'on peut les trouver dans l'alimentation? La vitamine C, on va retrouver principalement, et ça tout le monde le sait, je pense, dans tout ce qui est fruits et légumes, principalement agrumes, kiwis, poivrons, brocolis aussi. Et puis ensuite, les acides aminés. Donc les acides aminés, ce sont des constituants des protéines. Et les protéines, on va les retrouver dans tout ce qui est produits animaux, produits laitiers et aussi légumineuses. Et j'insiste sur ça parce qu'on a tendance à oublier les légumineuses dans l'apport de protéines. Donc là, on a parlé de vitamine C et d'acides aminés. Il nous reste les oméga 3, si je dis pas de bêtises, et le magnésium. Alors les oméga 3, donc ça c'est un type de lipide. Et on va les retrouver dans tous les petits poissons gras, les sardines, maquereaux, filets de hareng. Le foie de morue aussi, c'est une très bonne source. Et puis dans les huiles de noix, de lin, l'huile de colza et les noix de grenouille. Et du coup, il nous reste le magnésium. Le magnésium, alors lui c'est un peu particulier parce que l'alimentation ne suffit pas forcément à couvrir nos besoins en magnésium. Mais là, et surtout chez sportifs, souvent je préconise de se complémenter en magnésium. D'accord. Et justement, si on parle de quantité, que ce soit pour les acides aminés, pour le magnésium, tu as dit que c'était compliqué de le trouver dans l'assiette. Pour les autres, est-ce que tu peux donner des repères pour ceux qui voudraient mettre en place ça dès aujourd'hui, dès demain? Les repères que je peux donner, des petites habitudes que les personnes peuvent commencer à intégrer, en termes d'oméga 3 par exemple, c'est de remplacer l'huile de tournesol par l'huile de colza, une boîte de foie morue par semaine, une poignée de oléagineux par jour. Donc ça c'est pour les oméga 3. En termes de magnésium, pour le coup on sera plus sur de la complémentation. Pour ce qui est des protéines, sans parler de quantité, avoir en tête qu'il faudrait manger au moins 3 portions de légumineuses par semaine. Merci Marlène pour toutes ces informations et ces précisions. Est-ce que justement tu veux rajouter une précision par rapport à tout ça? Parce que peut-être c'est un peu général finalement tout ce qu'on a abordé. Oui, alors oui. Ce que je voudrais préciser, c'est que c'est pas très précis dans la mesure où c'est des conseils généraux et que pour vraiment être précis, il faudrait une analyse détaillée de ce que mange la personne et ce dont elle a besoin au final. D'accord, il faut individualiser quoi au final, Oui. comme toujours. Ouais. Ok. Merci Marlène. Et donc, si vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez aller sur son site internet où je crois que tu as écrit un article. Oui, j'ai écrit un premier article qui fait une introduction à comment la micronutrition peut booster les performances du sportif. Voilà, donc je vous invite à aller lire cet article sur le site de Marlène Petit, dont je mets le lien dans les commentaires. Donc merci pour toutes ces informations et ces précisions. À bientôt sur la chaîne. Merci.